Nathan Perle-Rosenthal. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Politica en tirant parti du fait que vous êtes aujourd'hui pensionnaire à l'Institut d'études avancées de Paris pour toute cette année universitaire. Vous enseignez à University of Southern California à Los Angeles. Et cette discussion avec vous prendra appui sur le très beau livre que vous avez publié voilà 3 ans, qui porte le titre Citizen Sailors, et dont l'objet est de faire comprendre, au terme d'une très belle enquête puisée aux archives des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, comment, aux États-Unis, s'est esquissée très progressivement la notion de citoyen ou l'attribution de la citoyenneté à certains habitants des États-Unis à travers toutes sortes de processus sociaux et de démarches politiques et institutionnelles. Et c'est pourquoi nous étions très impatients de pouvoir vous interroger et faire cet entretien à propos de votre recherche et en particulier de celle qui se trouve dans cet ouvrage. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est de comprendre, au fond, la temporalité des événements et en particulier ce qu'est votre point de vue vis-à-vis d'une question qui, pour nous, en France, paraît évidente, même si elle ne l'est pas, et même pour nous, c'est le lien de contemporanéité, voire d'immédiateté, entre le moment révolutionnaire, création d'un État national souverain doté d'une constitution, et la production de cet instrument particulier de gestion des populations, qui est l'attribution de la citoyenneté. Oui, voilà. Non, mais c'est un enjeu absolument essentiel de ce livre, et je tiens à vous remercier de m'avoir invité à faire cet entretien et pour cette belle introduction. Justement, pour les Américains, à l'époque révolutionnaire, au XVIIIe siècle, il y avait tout un problème autour de la nationalité, parce que justement pour eux, ils étaient avant 1776, ils étaient comme des Britanniques, ils parlaient la même langue, ils avaient les mêmes mœurs. Alors, au moment de la rupture politique, il y a un problème de distinction, d'essayer d'esquisser, de diviser un monde culturel, un seul monde culturel en 2 partis politiques. On a beaucoup de belles enquêtes qui montrent comment ça s'est passé à terre, dans les États, les nouveaux États des États-Unis. Mais là, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, est comment ça s'est passé pour les marins, dans un espace où on n'a pas toutes les indications qui existent sur la Terre de leur appartenance à un parti à un autre, à une nation à une autre. Alors à ce moment-là, ce que j'ai vu est justement qu'il y avait une sorte de destruction totale de la possibilité de distinguer entre les Américains et les Britanniques en pleine mer, et qu'il y avait des enjeux absolument capitaux pour les marins, parce qu'eux, ils étaient capturés, ils pouvaient perdre leur vie, ils pouvaient perdre tout ce qui leur appartenait, et tout ce qui appartenait aux marchands qui équipaient ces bâtiments. Alors, il y a un enjeu extrêmement important pour eux dans la nationalité, et je crois que c'est ça un peu le lien avec le présent, que la nationalité est une sorte de fait absolument essentiel, surtout pour la formation d'une nation, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible. Et alors, comment faire le lien entre l'importance absolument totale, si je peux ainsi dire, surtout pour les marins, de la nationalité et son non-matérialité, son existence absolument insubstantielle, imaginaire. Alors, ce que j'ai trouvé justement une sorte de lutte pendant 40 ans, et ça a duré vraiment 40 ans jusqu'à la fin de la guerre de 1812, qui était une sorte de deuxième guerre d'indépendance pour les Américains contre l'Empire britannique. Il y avait une lutte pour essayer, sur tous les côtés, et les Britanniques et les Français, qui étaient beaucoup impliqués dans ce conflit, par le fait qu'ils étaient alliés des Américains et ennemis des Britanniques pendant toute cette période-là, et des marins américains et l'État américain qui essayaient tous de trouver des moyens de faire ce lien entre l'individu qui a une nationalité en principe et
une sorte d'effort de les réaliser, de les cristalliser dans une personne et de faire le lien, un lien durable entre la personne et l'État-nation. Et ça, je trouvais absolument extrêmement difficile. Il y avait beaucoup de différents essais. Les marins, par exemple, ils juraient beaucoup pour dire « Ah oui, je suis américain ». Il y avait des maîtres de bâtiments qui avaient des listes des marins avec leur nationalité. On a les Britanniques qui se disaient les maîtres de toutes les nationalités de tout le monde. Alors eux, ils disaient « Non, bon, c'est nous qui vont décider ». Alors là, à ce moment, on utilisait les accents. Et ce que le livre essaie de montrer, justement, la transformation progressive vers un système de certificat en papier. Alors voilà. Certificat de papier, et le point me semble intéressant. Aujourd'hui, on se pose la question de la possibilité d'identifier les individus à l'ère des nouvelles technologies. Oui. Et or, vous vous situez exactement dans le double amont de la situation que nous vivons aujourd'hui, puisque vous vous situez dans une situation dans laquelle la certification de l'identité des individus s'établit, s'improvise avant l'invention de la photographie. Oui. Qui est un point, me semble-t-il, nodal dans votre oui. fondamental, c'est-à-dire que quels sont l'ensemble des indices, vous venez d'en donner quelques exemples, et à dire vrai, vous êtes allé en trouver par votre connaissance très profonde à la fois de l'histoire britannique, de l'histoire française, de l'histoire états-unienne et de leurs archives, l'ensemble des dispositifs qui sont des dispositifs négociés ou moins négociés, oui. Mais qui sont toujours inscrits dans une matérialité d'un objet oui. Pour la certification de l'identité. Mais j'aimerais que vous reveniez au fond sur une sorte de conclusion générale que l'on peut tirer du fait que la question de la nationalité et de la citoyenneté et les méthodes permettant de la certifier ont été en quelque sorte éprouvées progressivement, à tâtons, à propos de populations qui sont au fond des populations marginales. C'est-à-dire, ça n'est pas le laboureur américain idéal de Benjamin Franklin qui est en cause, qui lui continue de labourer sa terre de Virginie, et pour lequel la question de la souveraineté, de la citoyenneté n'est pas centrale, tandis que pour ces individus, et donc je voulais avoir un peu votre réflexion sur ce que les marges nous apprennent du centre. Oui, tout à fait. Non, je crois que c'est un cas assez important pour cette sorte de réflexion, parce que justement là, on a un sujet, la nationalité ou l'attribution de la citoyenneté, qui est souvent pensé de façon absolument nationale. Alors ça veut dire qu'on part des lois d'un pays, on peut très bien montrer le développement de la pensée au sein d'un pays, on peut voir la production des passeports, des cartes d'identité nationale, qui fait qu'on imagine justement que ça part du cœur de l'État, que ça part du centre de l'État, du pouvoir de l'État, ou bien et que c'est attribué justement aux laboureurs ou aux paysans dans la France profonde, que c'est lui où ça arrive en premier. Or, il me semble absolument clair, à partir des travaux non seulement du mien, mais d'autres, que à la fin du XVIIIe, début du XIXe, c'est à partir des gens comme les marins qui sont aux marges, c'est vrai, mais qui sont aussi au cœur du projet de l'État. Parce que là, pour les marins et pour les esclaves aussi, sont des gens qui sont marginaux du point de vue social, mais ils ont une importance absolument centrale pour le fonctionnement de l'État, pour le fonctionnement non seulement en temps de guerre, où par exemple les marins sont absolument essentiels pour faire monter une marine, mais aussi en temps de paix pour faire tout le commerce qui fait les empires du XVIIIe. Alors à ce moment-là, ça fait qu'ils sont un peu aux marges et au centre pour l'État. Puisque vous en parlez, au fond, l'établissement ou la certification de l'identité des esclaves, en quoi est-ce que c'est un enjeu particulier à une période qui est une période qui va progressivement vers des dispositifs d'abolition? Oui. Mais en principe, les esclaves n'avaient pas le droit à ces papiers-là parce qu'ils n'étaient pas citoyens, ils étaient censés être des objets légalement, même si on savait très très bien qu'ils n'étaient pas des objets du tout, ils étaient des êtres humains. Mais ce qui est très important pour moi est que ces certificats en papier étaient attribués aux marins noirs américains à la fin du XVIIIe, début du XIXe. Ce qui veut dire que justement, c'était les premiers certificats fédéraux de citoyenneté américaine attribués aux
individus noirs dans le 19e, et ça bien avant l'abolition de l'esclavage. Et on voit par exemple que Frederick Douglass, un des plus grands orateurs abolitionnistes du 19e, quand il s'est évadé de son maître, il a utilisé un de ses certificats en papier. Un certificat faux, par contre, mais quand même, ils utilisaient ces certificats parce que c'était le seul type de preuve de citoyenneté et d'affranchissement pour un noir qui était normal, qui serait probable pour un homme noir. Alors il y a une sorte d'ouverture dans un trou dans le monde de l'esclavage qui s'ouvre avec ces certificats, qui a une importance qu'on n'a pas vraiment vue déjà, mais je crois que... Oui, parce que vous inscrivez là dans une historiographie qui a placé l'accent depuis quelques années sur l'importance des équipages noirs dans le commerce transatlantique en direction de l'Europe, mais aussi en direction de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, vous inscrivez tout à fait dans cette perspective. Et en même temps, ce qui est frappant dans votre travail, c'est que vous montrez aussi que l'une des difficultés auxquelles s'affrontent les capitaines des vaisseaux dans cette énorme activité, dont vous avez parfaitement raison de souligner le caractère central, les capitaines de vaisseaux ont à gérer des équipages qui, eux, sont multinationaux ou de marins de diverses origines, et où les problèmes d'attribution de nationalité et de citoyenneté ne sont évidemment pas identiques pour tous les membres de l'équipage. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de différents types de conflits qui soulèvent entre les marins et les maîtres. Mais ce qui m'a frappé justement, est qu'il y a des conflits, et c'est un sujet extrêmement important qui a été bien travaillé. Mais là, ce qui m'a frappé dans mes recherches, c'était justement qu'il y avait pas beaucoup de conflits parce que souvent leurs intérêts étaient les mêmes. Tout le monde voulait conserver la possibilité de rester neutre ou d'éviter les ennuis. Alors ce qui faisait justement que plus souvent sur ces questions de nationalité, les intérêts des marins et des maîtres étaient plutôt alignés. Ce qui va un peu à l'envers de ce qu'on pense du monde maritime, que ce n'est pas un monde de conflit pur. Mais c'est en même temps cette diversité qui vous a amené à être un chercheur, disons, dans les ressources américaines, dans les ressources britanniques et dans les ressources françaises. Oui. Là, il me semble qu'il y a une sorte d'erreur de catégorie de temps en temps, où on pense que, bon, s'il y a une diversité, il faut voir une histoire de diversité, de polycentrisme, de possibilités. Ce que j'ai découvert en cours de recherche, c'était justement que c'est exactement dans ce monde de diversité, de multiplicité, qu'il fallait absolument être sûr de la nationalité. Ça veut dire l'importance de ce lien national était d'autant plus important dans un monde où il y avait de la diversité qu'à Terre, par exemple. Écoutez, Nathan Perle-Rosenthal, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Et je vous souhaite une bonne fin de séjour qui va se prolonger encore jusqu'à l'été à l'Institut d'études avancées de Paris. Et nous savons que nous resterons certainement très liés à vous et lecteurs de vos travaux à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Jean-Frédéric.